on se retrouve avec Dave Drelin, PDG de Yana Wasai. Dave, comment ça va? Ça va très bien, Axel. Bonjour à toi. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de qui tu es, ton parcours, pour qu'on apprenne à te connaître? Mon parcours, je suis fils d'agriculteur. Mon père agriculteur, mère enseignante, professeur d'école. J'ai d'abord eu le parcours de jeunes Guyanais qui sont ici. On a au collège, au lycée. Après, j'ai suivi une orientation électrotechnique que j'ai laissé tomber au bout d'un moment pour embrasser une carrière de gendarmerie. D'accord. J'ai fait 22 ans de gendarmerie. 21 ou 22 ans, quelque chose comme ça. Avant de me lancer sur ce nouveau projet qui est totalement opposé, à l'opposé de ma carrière initiale de président de Yana Wasai. Et donc c'est quoi Yana Wasai? Yana Wasai, c'est une usine de transformation agroalimentaire, mais en dehors de cet aspect uniquement usine, c'est surtout un projet de structuration de filière végétale guyanaise. D'accord. La filière du Wasai, que tout le monde connaît ici sous le nom de Wasai, mais qui est internationalement connu sous le nom de Bedasai. Et au travers la structuration de cette filière-là, on va également contribuer à la structuration d'autres filières. Pourquoi? C'est parce que notre modèle, le modèle agricole que nous prônons, c'est l'association de cultures, c'est la diversification des cultures. Donc on imagine très bien que quand on plante par exemple 100 hectares de Wasai, il faut l'associer à d'autres cultures et ça va permettre justement de développer ces autres cultures. Ok. Et donc au sein de Yana Wasai, est-ce que c'est uniquement du Wasai ou est-ce qu'il y a d'autres baies qui sont cultivées et transformées ou valorisées? Non, Yana Wasai va transformer donc le Wasai, qui est un fruit de palmier, l'awara, qui est endémique à l'Amazonie, qui est également un fruit de palmier. Nous allons transformer également le cou-poisson. Dans un premier temps, on va se limiter à ces trois fruits-là pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'il faut bien commencer par quelque chose. On a décidé de commencer sur un fruit majeur qui est le Wasai parce qu'on connaît le marché. Donc on a pu auparavant étudier le marché du Wasai, savoir quelle était la demande. On sait aujourd'hui qu'elle est largement supérieure à l'offre. La demande mondiale, elle représente à peu près 4 millions de tonnes de Wasai traités par an, là où le Brésil produit environ 1,5 million. Waouh, donc il y a de la place à prendre. Donc il y a de la place à prendre. On est sur un fruit qui est endémique à l'Amazonie, donc on sait qu'on a à disposition ce fruit-là. On sait que la technologie, on la maîtrise, la technologie de la transformation. Donc on a le produit, on a la maîtrise de la transformation, on a le marché. On a décidé d'aller d'abord sur ce fruit-là. Ensuite, pour des aspects, je dirais, environnementaux et économiques, on a rajouté d'autres fruits. J'ai rajouté la wara parce que les mêmes machines que j'ai qui vont transformer le Wasai sont capables de transformer la wara. Et les périodes étant légèrement différentes, ça me permet de faire l'usine tourner un peu plus longtemps. Ah oui, il y a les saisonnalités qui vont... Voilà, nous sommes sur des fruits saisonniers. Donc ce qui fait que, il nous faut aussi, nous, l'outil de transformation, donc l'usine, mais il faut qu'elle soit rentable, donc il faut la permettre de tourner le plus longtemps possible. Donc on a associé la wara. Comme on est toujours dans un système où on veut utiliser les mêmes machines pour traiter d'autres types de fruits, on a également inclus le poisson. Ok. Ça, c'est nos trois fruits de départ. Alors, comme beaucoup de Guyanais nous ont déjà demandé, oui, mais pourquoi vous ne faites pas, par exemple, le komu, le patawa? Techniquement, nous sommes capables de faire. Nous sommes sur une usine qui a un dimensionnement sur le Wasai. On parle d'une capacité de traitement de 4 tonnes à l'heure. Attends. 4 tonnes à l'heure? Nous sommes capables de traiter 4 tonnes de fruits à l'heure. Waouh. Donc, nous sommes allés sur un marché où nous savons que le marché pourra absorber cette capacité de production. Maintenant, petit à petit, on met en place la production, ça monte crescendo d'année en année. Actuellement, nous avons entre 200 et 300 hectares de sécurisés. L'idée, c'est d'aller sur 2000 hectares de Wasai à court terme. Court terme, sur 5-6 ans. Donc, pour aller sur les autres fruits, il faut aussi qu'il y ait des capacités de production et des capacités de commercialisation identiques. C'est ça. Pour l'instant, je ne connais pas le marché du komu. Je ne connais pas le marché du patawa. En local, je sais, oui, ça va se vendre. Mais est-ce que
en Guyane, on pourra absorber l'équivalent de 500 tonnes ou 600 tonnes de produits traités, je ne suis pas certain, je ne sais pas. Donc c'est pour ça que je me suis focalisé sur ces produits-là. On va lancer la machine, on va la stabiliser. Une fois qu'elle sera stabilisée, on verra. Est-ce qu'on peut produire plus? Est-ce qu'on a des créneaux de transformation à combler? Et là, on pourra éventuellement penser à ajouter d'autres types de fonds. Ok. Et donc, est-ce que Yana Wasai travaille seul ou travaille avec d'autres partenaires qui l'aident à produire, à transformer toute cette matière première, toutes ces bioressources? Alors, tout à l'heure, je parlais de filière. Donc, Yana Wasai ne travaille pas seul. L'idée d'une filière, c'est justement d'avoir plusieurs acteurs. Nous avons comme premier acteur, l'acteur principal, ça va être les agriculteurs. Okay. Nous sommes aussi certains actionnaires du Yana Wasai, ou Yana Wasai est même à des sociétés qui font de la production agricole. Mais l'idée, c'est vraiment de contribuer au développement de l'agriculture guyanaise au travers de ces projets-là. Donc nous allons nous approvisionner chez différents agriculteurs qui sont sur l'ensemble du littoral, avec certaines exigences quand même. La première, c'est de passer par des structures organisées, notamment les coopératives. Alors ça va être une coopérative ou une association de producteurs. Pourquoi ? Parce que de passer par une coopérative, la coopérative pourra apporter à l'agriculteur l'accompagnement technique qui va lui permettre d'optimiser ses rendements. Ça va lui permettre de passer par une structure organisée, ça va lui permettre de mobiliser certains types de fonds auxquels il n'aura pas accès s'il contractualise directement avec Yana Wasai. Par contre, comme Yana Wasai est très impliqué dans la partie production, parce que certains des associés sont agriculteurs, donc nous allons aussi apporter notre connaissance technique qu'on a développée au fur et à mesure du projet, qu'on développe au fur et à mesure, on en apprend tous les jours. Nous allons apporter notre contribution à l'accompagnement technique des agriculteurs aussi. Ça, c'est le premier maillon, l'agriculture. Ensuite, sur l'aspect transformation, donc Yana Wasai, je dirais, est seul sur la partie première transformation. Par contre, nous adossons les services de partenaires. Alors, je ne parle pas trop de prestataires, je préfère parler de partenariat. Je suis plus dans cette idée de partenariat parce que si c'est pour trouver un prestataire, je paye et il fait, c'est facile, il y en a beaucoup. Mais qui va épouser la cause, qui va contribuer au développement de la filière en elle-même. Partager la vision. Voilà, partager cette vision. Je parle plus de partenaires. Donc nous allons nous appuyer sur des partenariats avec des laboratoires qui, eux, iront sur une deuxième ou une troisième valorisation. Okay. Et c'est quoi ces deuxième et troisième valorisations? Alors, si je prends des exemples concrets, ça va être Yana Wasai va dépulper le wasai ou la wara, va le transformer en poudre. Donc on a déjà deux niveaux de transformation. Le premier qui est le dépulpage, le deuxième qui est la poudre. Ensuite, cette poudre-là, elle va servir de matière première à un laboratoire. Ça va être le cas par exemple du laboratoire Biostratège avec un partenariat, qui elle va récupérer des molécules d'intérêt dans cette poudre-là. Donc elle va encore faire un autre niveau de transformation. Ou par exemple, qui va récupérer les colorants de notre poudre. Donc on est sur une autre transformation encore. Okay. Autre exemple concret, on va parler des résidus. Parce qu'il faut savoir que nous prônons le zéro déchet. On va valoriser nos résidus. Comment on va s'y prendre? Le wasai, une fois qu'on l'a dépulpé, il va nous rester le noyau. Ce noyau-là, on va récupérer les huiles et il va rester quand même un tourteau qui va subsister du broyage de la graine. Et bien, on parle toujours de partenariat, comme par exemple le partenariat qu'on a actuellement avec des éco-concepteurs, je dirais, tels que la ville de Guyane. Et l'idée, c'est d'utiliser ce substrat-là dans des matériaux de construction. Ça va être par exemple pour alléger certains types de matériaux de construction. Ça va être pour permettre d'améliorer les capacités thermiques ou phoniques de ces mêmes matériaux de construction. Ça peut être aussi de construire des nouveaux matériaux. Donc en fait, on ne perd rien en fait. On ne perd rien. Et l'idée de ce projet-là, c'est vraiment de montrer qu'à partir de certains fruits, donc là on parle du wasai parce qu'on est beaucoup plus focalisé dessus pour le moment, mais à partir de simples fruits, il y a toute une multitude de filières qui peuvent se développer et en local. C'est impressionnant, ça fait combien de temps? Comment est-ce que tu as eu l'idée? Ça fait combien de temps que tu développes ce projet? Ce projet-là, c'est un projet qui cette année est sur sa 9e année.
l'idée c'était pour moi bon, comme je l'ai dit, j'étais gendarme, j'ai fait pas mal d'années dans des sections la section de recherche en Guyane. Après, il a fallu que je reparte en métropole. Et moi, premièrement, je ne concevais pas l'idée de vivre ailleurs. Pour moi, la Guyane a un tel potentiel qu'il faut que je reste ici pour apporter ma contribution. Alors, à l'époque, c'était en tant que gendarme. Mais maintenant, voilà, je ne voulais pas partir ailleurs. Je pensais avoir fait le tour du sujet. Donc, je voulais changer de vie. Je voulais changer, voilà, me réinventer en fait. Et donc, comme je l'ai dit, je suis fils d'agriculteur. J'ai toujours bercé dedans. Au travers de mes différents voyages, j'ai vu la pertinence de travailler sur l'Oasaï. C'est pour ça que j'ai commencé à travailler dessus, à approfondir la recherche, de voir que c'était viable. Donc il a fallu monter la partie business plan, classique que la plupart des entrepreneurs connaissent. Et après, une fois qu'on a monté tout ça, il a fallu convaincre. C'est ça. Il a fallu convaincre de montrer qu'à partir de ces petites graines, eh bien, on peut faire tout ça, mais surtout que tout ça a un sens aussi bien économique qu'écologique. Et aujourd'hui, ce sens économique, est-ce que ton marché c'est la Guyane ou c'est hors de Guyane? Et sur le plan écologique, en réalité, vous êtes dans une économie circulaire, j'aimerais dire même à 300%. Alors, économiquement, non, pareil, c'est que sur le marché guyanais, tout simplement parce que je parlais tout à l'heure de 4 tonnes à l'heure. La Guyane n'a pas suffisamment de population, n'a pas suffisamment de création de produits à forte valeur ajoutée pour absorber cette production. Donc, 90% de notre production est destinée à l'export. Ça, c'est purement mathématique, c'est mécanique. Après, sur l'aspect écologique, oui, nous sommes sur une économie circulaire, il y a 360% comme on veut. Nous mettons tout simplement en place des procédures ou des façons de faire que les anciens ont toujours fait. On a juste mis des noms actuellement sur des pratiques qui existaient déjà. Économie circulaire, on l'appelle comme on veut, ou green, je sais plus quoi. Mais les anciens, ils ne jetaient rien, ils ont toujours tout revalorisé. Donc on a juste donné un sens à ça, un sens économique, et puis après on lui a donné un nom. Exactement. Et un projet comme Yanawasaï, parce que c'est un projet d'envergure, tu nous parles de 4 tonnes à l'heure, tu nous parles d'une usine que tu as inaugurée en septembre dernier. Tout à fait, c'est ça. Un projet comme ça coûte combien à peu près à mettre en place? Un projet comme ça, à la date où nous sommes, c'est un projet de 9 millions d'euros. Alors, certains vont dire, mais les chiffres ils changent tout le temps parce qu'on a entendu parler d'autres chiffres. Oui, c'est un projet qui initialement était sur 7 millions d'euros, un peu plus de 7 millions d'euros, c'est entre 7 et 8. Et on a subi certaines augmentations, comme beaucoup d'industriels, comme beaucoup de projets, Covid, Ukraine, puisque l'Ukraine aussi a son lot de prévus. Donc voilà, qui fait qu'on a revu un peu le budget à la hausse. Là, l'usine, elle est aujourd'hui fonctionnelle, avec une augmentation des coûts de la construction, qui fait qu'on est sur un projet de 9 millions d'euros. Et où est-ce qu'on trouve 9 millions d'euros? Parce que personnellement, je ne le sais pas. Mais comment est-ce qu'on finance un projet à 9 millions d'euros? Parce que c'est ça le propre du chef d'entreprise, c'est aussi savoir comment financer sa vision et son idée. Tout à fait. Comment on fait? Premièrement, il faut qu'on ait des fonds propres. Comme on échangeait juste avant l'enregistrement, où je te disais, moi j'ai mis tout ce que j'ai et voir ce que je n'ai pas. Quelque part, on hypothèque. Alors, tout le monde parle d'hypothèque notariale, mais non, là on a une hypothèque, je dirais, psychologique. On hypothèque sa vie, son avenir. On peut même aller jusqu'à hypothéquer l'avenir de ses enfants, parce que sur 9 millions d'euros, il faut en mettre de sa poche et il faut surtout être convaincant. Pas convaincant, type on va blablater, on va blou. Non, convaincant que le projet est du corps. Et ça se montre comment financièrement? Une partie en fonds propres, une très grosse partie en fonds propres. En gros, n'importe quel projet aujourd'hui, n'importe quel financeur te dira, si tu n'as pas un minimum entre 10 et 15% de la somme totale, il ne te financera pas. Ensuite, comme les gens ont peur très souvent de prendre les risques tout seuls, on a fait ce qu'on appelle un pool bancaire. Un pool bancaire où, autour de la table, on a réuni 3 banquiers différents qui sont l'AFD, le Crédit Agricole et la Caisse des dépôts. Chacun a mis un certain montant. À cela, on va rajouter un peu de fonds européens. Grosso modo,
pas de bêtises, je crois qu'on a 30% à peu près de subventions européennes. On va rajouter d'autres montages de dossiers qui vont faire appel à de la défiscalisation. Donc ça, on est en pure subvention. Mais donc on va mixer de la subvention, des fonds propres et de la dette bancaire. Tu vois, dans ce que tu dis, il y a quelque chose que j'aimerais relever et qui est très important. C'est que oui, il y a des aides, oui, il y a de l'accompagnement, mais à la base, tu prends un très gros risque personnel. À la base, le risque, il naît et il ne sera toujours que personnel. On a beau dire ce qu'on veut, oui, mais il a prêté de l'argent, c'est les banques qui prennent le risque. Les banques ne prennent pas le risque de manière inconsidérée. Le risque, il repose toujours après sur le porteur de projet, parce qu'il a mis ses biens en garantie, parce que voilà, et à la moindre virgule qui ne va pas, eh bien, ils vont venir se servir, là, ils peuvent se servir des biens. J'ai eu la chance, avant de monter ce projet, d'avoir un petit peu investi à droite à gauche. Alors, c'est pas énorme, mais ça a été suffisant pour convaincre les banques de me suivre financièrement. Mais tout ça est gagé aujourd'hui. Donc, la moindre erreur, c'est potentiellement... On perd tout. On perd tout. Mais on est dans du business, oui. Mais on peut tout gagner aussi. Mais on peut tout, c'est ce que j'allais te dire. Voilà, on perd tout à moins d'erreurs, mais on ne monte pas un projet dans l'idée de faire des erreurs. C'est ça. Maintenant, il y a toujours un risque. Il faut savoir le mesurer, le modérer, le maîtriser. Je dirais pas le maîtriser, je dirais le modérer, parce qu'il n'est jamais totalement maîtrisé le risque. Il y a toujours une part de risque. De toute façon, un chef d'entreprise, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui aime prendre du risque. Maintenant, c'est aussi quelqu'un qui sait mesurer le risque. Mais justement, cette notion de risque, dans l'entrepreneuriat, elle est omniprésente, mais ça va aussi avec une charge mentale. Comment ? Parce que aujourd'hui, tu es médiatisé, tu fais partie des personnes et avec Yana Wassaï, des projets qui sont un petit peu les porte-étendards de la Guyane, parce qu'on a peu d'industrie aussi. Donc tu développes une industrie. Comment est-ce que tu gères ce stress permanent et tout ça? Comment est-ce que tu le gères? Comment tu le vis à titre personnel? Moi, je pense qu'il faut chacun différent, mais il faut surtout avoir son propre échappatoire, sa propre façon de décompresser. La pression, on a beau dire, ouais, mais moi je suis pas quelqu'un qui subit la pression, on la subit tous. Le stress, on a tous un moment ou une autre dose de stress. Et c'est important, ce stress-là, qui va nous permettre de nous surpasser. Maintenant, il faut savoir à certains moments évacuer ce stress. Certains, c'est des repas de famille, d'autres, ça va être du sport, d'autres, ça va être des balades en forêt. Certains, ça va être, c'est peut-être maso ce que je vais dire, mais ça va être de se plonger encore plus dans le travail. Si je prends mon cas, par exemple, je fais de la retouche photo, je fais des dessins assistés par ordinateur aussi. Et des fois, c'est mon échappatoire. Alors, c'est pas systématiquement le même, mais ça peut être ça. Je vais faire de la retouche photo. Donc, ça va me permettre de commencer à travailler. Quelque part, on est toujours dans le pro, parce que ça me permet de travailler sur mon marketing. Tout à fait. Mais c'est quelque chose que je ne suis pas obligé de le faire maintenant, mais je le fais parce que ça me permet d'évacuer. Ça va être une sortie avec la famille. Ça, voilà, chacun après certains. Mais cet équilibre est très important. Et je pense que quel que soit le chef d'entreprise, il a besoin de la famille, des amis et tout, pour à un moment donné pouvoir sortir de ce schéma pur en travail. Sinon, c'est dur, je te rejoins. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat? Parce que le plus dur, c'est de commencer parfois. Le plus dur, c'est de commencer. Et qui dit commencer dit qu'en parallèle, convaincre nos proches surtout de nos capacités à commencer. Parce que très souvent, on a tendance on s'auto-juge à travers le regard des autres. On à travers le regard des autres. Donc si nos proches ne croient pas en nous, c'est compliqué de sauter le premier pas. Donc, simplement, j'ai une analyse pour moi qui est relativement simple. Est-ce que, quel que soit le projet, on en parle de la scène, mais ça peut être est-ce que le marché existe? Oui, il existe. Est-ce qu'on a le savoir-faire? Oui, on a le savoir-faire. Et à partir de là, il y a quoi qui nous empêche de le faire? Pour moi, l'analyse, c'est celle-là du départ. Et allez-y, maintenant, c'est au propre porteur de projet de croire en ses capacités. C'est en croyant lui-même en ses propres capacités qu'il pourra convaincre sa famille qu'il est capable de.
sa famille et toutes les autres personnes derrière. Et toutes les autres personnes. Alors, on a malheureusement en Guyane, on a souvent été dans ce schéma du fonctionnariat. Le fonctionnariat, c'était la réussite ultime. On a longtemps été, en tout cas, la génération de nos parents, ma génération, on a beaucoup été. Et ça a tendance à changer. Et on commence à comprendre que on a la ressource, on a de quoi, entre guillemets, s'enrichir, mais s'enrichir aussi bien financièrement que spirituellement. Parce qu'il n'y a pas que le financier. Si on n'est pas bien dans ce qu'on fait, on a beau faire l'argent qu'on veut, ça ne sert à rien. Ça n'aura aucun sens. Et quand on voit la ressource qu'on a, quand on voit cette diversité culturelle sur laquelle on peut s'appuyer, et c'est cette diversité, je reviens sur un projet comme Yana Wasai, c'est cette diversité culturelle qui nous aide à nous améliorer. Le Wasai, il appartient ni aux Guyanais, ni aux Brésiliens, ni aux Américains. C'est amazonien. Par contre, chaque communauté qui compose l'Amazonie a sa façon de travailler avec le Wasai. Et c'est cette richesse d'apport-là qui va nous permettre, nous, de mieux valoriser et de prendre en compte des fois des paramètres qu'on n'aurait pas pris en compte si on était focalisé que sur cette communauté. Donc, voilà, cette richesse-là, à partir du moment où on a conscience de cette richesse-là, à partir du moment où on souhaite la valoriser, pour moi, il n'y a rien qui nous freine. Rien. Donc il faut foncer. Il faut foncer. Il faut s'entourer des bonnes personnes. C'est pas évident. On va trébucher. On va trébucher de temps en temps, oui. Rien n'est parfait. On aura des hauts, on aura des bas. On aura souvent plus de... Les bas font toujours plus mal. On aura toujours tendance à se souvenir du moment où on a eu mal. Mais il ne faut surtout pas oublier que après ce moment où on a eu mal, il y a eu la consécration qui est la réussite. Alors, la réussite à différents niveaux. La réussite, c'est relatif. En fait. La réussite, c'est relatif. Parce que là, j'entends tout le monde dire, ah ben, il a réussi, le projet Yana Wasai, oui. Non, j'ai réussi à construire l'usine. Maintenant, il faut la faire vivre. Donc, nous sommes qu'à une partie du projet. C'est une page qui se tourne, d'accord, mais il y en a d'autres à écrire. C'est un chapitre, si on veut. Mais le livre, il est épais. Mais le livre, j'en connais même pas la fin. C'est ça. Et je ne veux pas connaître la fin, parce que je ne veux pas mettre de fin. Il y a un potentiel tel qu'il n'y a pas de fin à écrire pour l'instant. Donc écrivons l'histoire, rendons-la intéressante, rendons-la économiquement rentable, parce qu'il faut qu'elle soit économiquement rentable pour qu'on puisse se développer. Et qu'on puisse créer de la richesse, qu'on puisse créer des emplois, qu'on puisse donner d'autres opportunités. On peut très bien envisager qu'un jeune, et moi j'ai aucun problème avec ça, commence chez moi, et après me disent, ah ça m'a inspiré, j'ai travaillé avec toi, j'ai appris, maintenant j'ai envie de monter ma propre activité. Mais je serais le premier à lui dire, mais vas-y, fonce. C'est ça. Si je peux t'aider, je vais essayer de t'aider, pas de problème. Parce qu'on a besoin des entrepreneurs, on a besoin du monde économique pour aider des départements à se développer. Ce sont les entrepreneurs qui créent de la richesse, et la richesse sur tous les plans, comme tu le définissais tout à l'heure, aussi bien sur le plan économique, mais sur le plan humain, tout à fait. Oui, aussi. Pour moi, qui a du sens, tout à fait. Qui a du sens. Ça va nous permettre de nous mélanger. Une structure comme la nôtre, j'ai besoin des gens de l'administratif, donc ça va être la RH, ça va être la comptabilité, ça va être la partie gestion de ressources. J'aurais besoin de gens en prod, j'aurais besoin de gens en R&D, j'aurais besoin de mécaniciens, j'aurais besoin de chauffeurs, donc la logistique. Donc, tout ça permet de cohabiter, de faire cohabiter une multitude de métiers. Au départ, c'est un seul fruit. Un petit fruit. C'est ça. Voilà. C'est puissant. Donc et pour moi, c'est ça le symbole de notre Guyane. C'est qu'à partir d'un petit rien, on peut faire énormément de choses, et surtout, on peut montrer cette richesse qu'on a au travers de notre diversité. Wow. Non, c'est impressionnant parce qu'on se rend pas compte de l'ampleur, et je sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi j'apprends beaucoup là en ce moment, et c'est vraiment ultra inspirant. Donc merci Dave de prendre le temps et de partager, parce qu'on sait que tes journées sont chargées naturellement. Alors mes journées sont chargées, mais c'est un plaisir de partager. Pourquoi? Parce que quelque part, moi, ma plus belle réussite sur ce projet, au jour où nous parlons, c'est quand je rencontre des Guyanais qui me disent notre usine. Voilà, ça c'est ma plus belle des réussites. Que les Guyanais s'accaparent le projet. C'est aussi un projet des Guyanais. Oui, d'accord, je suis le porteur de projet, d'accord, c'est moi qui galère, ok, pas de problème. Mais
à partir du moment où ça devient un projet identitaire, que c'est une structure où les gens peuvent s'identifier à elle, les Guyanais peuvent s'identifier à elle, pour moi, j'ai gagné une grosse partie. Donc c'est un plaisir de communiquer là-dessus. Bravo. Et moi, j'aimerais que, si tu es d'accord, que tu puisses partager avec nous, selon toi, 2 échecs ou 2 choses que tu aurais fait différemment, mais qui t'ont permis aujourd'hui d'avancer au niveau de Yanawasai, et aussi 2 réussites. Alors, je vais commencer par les réussites, je dirais. C'est, la prise en compte d'éléments qui venaient de gens qui ne sont pas forcément impliqués à 200% dans le projet, mais qui se sont intéressés au projet et qui à un moment donné m'ont donné quelques idées. C'est sûr qu'il a fallu creuser, mais qui ont permis de révolutionner le projet. Ça va être le cas, c'est par exemple le cas d'une technologie que je vais utiliser, qui s'appelle la DIC, la détente instantanée contrôlée. Okay. C'est une technologie relativement récente qui nous permet, par exemple, je donne des idées, d'augmenter les rendements d'huile que nous allons extraire. Elle va nous permettre d'améliorer la qualité de la solubilité de nos poudres. Cette technologie-là va aussi nous permettre de faire de l'extraction à sec de la pulpe du wasabi. Elle va nous permettre, c'est un petit couteau suisse, et c'est quelqu'un qui était sur Paris avec qui j'ai échangé sur le projet, et il m'a dit, donc je parlais d'extraction d'huile, il m'a dit, vous déjà te parlez de la DIC. Il m'a dit, mais vous devriez regarder ça. Il m'a dit que ça. Et honnêtement, quand je vois que par exemple en appliquant cette technologie-là, on augmente les rendements d'extraction d'huile de 20 à 30%, ça modifie carrément le paysage du projet. Bien sûr. Une autre technologie, c'est celle que nous allons utiliser pour faire de la poudre. Il y a un de mes associés qui me dit une fois, on discute du projet, tout début, est-ce que tu as entendu parler de la zéohydratation? Non, je ne sais pas. Il me dit, ouais, c'est une technique pour faire la poudre, j'ai vu les gars une fois dans une conférence, ça a l'air intéressant, et on échange rapidement là-dessus, et voilà, et je creuse, qui fait qu'aujourd'hui, c'est la technologie que j'ai adoptée pour faire de la poudre. Pourquoi? On obtient une poudre à basse température, ce qui n'est pas le cas des autres technologies. Donc, on conserve plus de nutriments. On a la chance qu'elle est moins énergivore que les autres technologies. Donc, ça coûte moins cher à produire. La cerise sur le gâteau, elle est plus rapide. Donc, ça coûte encore moins cher. Donc, on a un produit de meilleure qualité avec une technologie hyper récente, il y a 15 ans à peu près cette technologie-là. Meilleure qualité à moindre coût. Donc ça c'est pour moi ce sont les réussites. Les échecs, ouais, que j'ai en mémoire, je dirais ma plus grosse, c'est pas un échec, mais je dirais que mon plus gros regret, c'est qu'aujourd'hui, je dirais la population agricole a plus de mal à adhérer au projet que la population guyanaise en général. Et ça, c'est mon plus gros regret. Alors, pas parce qu'ils ne croient pas en moi, c'est parce que, bon, le monde agricole est déjà très particulier. Je viens du monde agricole, donc je peux en parler. Il est relativement particulier, très méfiant. Il y a eu tellement d'échecs sur des projets qui avaient l'air intéressants que les gens, ils ont beaucoup de mal à adhérer. Ils ont énormément de mal à croire au projet. Et le problème, c'est qu'un projet comme celui-là, c'est un projet qui se prépare des années en avance. Le wasabi, il ne produit pas d'un jour sur l'autre comme ça. Il faut 3 ans pour commencer à produire. Il faut 7 ans pour atteindre sa maturité productive. Donc il faut le temps. Et tous ces gens-là qu'on a eu du mal à mobiliser avant, bon, certains arrivent maintenant. Je ne dirais pas que c'est trop tard, mais je dirais qu'on a pris du retard. Donc il y a eu un gros déficit de confiance oui, il y a un de certains. Alors pas forcément vers moi, pas forcément vers le projet, envers le fait qu'il y a eu trop de projets importants qui ont capoté, qui n'ont même pas vu le jour. Je me rappellerai toujours, au début, il y a certains organismes que je ne citerai pas, j'ai été voir, on m'a dit, un énième projet wasabi. Ça a été une des premières remarques que j'ai eues quand j'ai cherché à mobiliser des fonds, voir comment je peux monter mes dossiers. Ensuite, ben ouais, mais ce projet-là, il ne verra jamais le jour.
Combien de fois j'ai entendu ça? Donc voilà, il faut surtout être conscient, quel que soit le projet, quel que soit le dimensionnement du projet, on aura tout le temps en face de nous des gens qui sont réfractaires, des gens qui seront négatifs. Ça existe, ça existera toujours. Mais par contre, il faut surtout prendre en compte le positif, les gens qui vont nous soutenir, les gens qui vont nous appuyer et faire le tri, puis garder ce qu'on peut. Ça c'est très très bon, très très bon. Persévérance, persévérance c'est le mot-clé, résilience, parce que sans ça, on n'arrive à rien. De croire qu'en un claquement de doigts, on va monter, quel que soit le projet, ça peut être un projet, il n'y a pas de petit projet, mais monter un snack dans un coin de rue, monter un petit point de vente, faire un bureau d'études, un bureau de consulting qui va, quel que soit le projet. De croire qu'en un claquement de doigts, on aura les clients, on aura la matière, c'est faux. C'est faux. Par contre, que le travail paye, ça c'est vrai. La valeur travail, ça. Il n'y a pas mieux que la valeur travail. Souvent, bon, quand je discute avec des amis, on me parle, il y a un gros loto, j'ai pas de chance au jeu. Donc moi je crois, la seule façon que je pourrais faire de l'argent, c'est un travail. Donc je travaille. Il y a quelqu'un qui n'a pas récupéré son $1 million en Guyane dernièrement, c'est peut-être toi, hein? T'as pas vérifié? Ça risque pas d'être moi, je joue pas. Comme j'ai pas de chance, je joue pas, c'est clair. Mais ça n'aurait pas fait mal. Un petit million, j'aurais bien pris. Bah, bien sûr, personne ne refuse ça. Tout à fait. Et donc, une de mes dernières questions, ce sera le wassaï, avec ou sans sucre? Moi, je mange à toutes les sauces. Mais pour pouvoir le vulgariser avec du sucre. Ok. Là, c'est la partie économique qui parle. Nous avons la réponse. Merci beaucoup, Dave. Je te remercie, Axel. Ça a été un plaisir. J'ai beaucoup appris. C'est super inspirant et j'espère que chacun d'entre nous pourra tirer le meilleur de tout ce qu'il a dit, même s'il y a énormément d'informations clés. Il va falloir écouter plusieurs fois l'épisode parce que si vous voulez les infos, il va falloir aller les piocher. Merci et à très vite.